Je vais déjà me présenter. Donc moi, je suis enseignante effectivement en histoire-géographie depuis un peu plus de 20 ans. Pendant 15 ans dans des lycées du Val d'Oise et j'exerce aujourd'hui au lycée de la Nouvelle Chance de Cergy, un micro-lycée public ouvert depuis 2012 au sein d'un lycée ordinaire, le lycée Cassler, donc de Cergy-Pontoise. Et j'enseigne donc dans cette structure depuis 6 ans. Et depuis 4 ans, j'y exerce aussi la fonction de coordinatrice qui, avec toute l'équipe de mes collègues, m'engage pleinement auprès d'adolescents en difficulté. Alors moi, je suis donc prof de philo depuis un petit peu plus longtemps, 25 ans peut-être, je ne sais plus. Voilà. Et depuis 10 ans, donc, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui a mis en place donc, ce lycée de la Nouvelle Chance, qui devait s'appeler au départ micro-lycée. Il y a une histoire qui est intéressante peut-être un petit peu à rappeler, un petit contexte historique important à rappeler, puisque il est aussi beaucoup question de politique en fait, dans cette histoire, politique de lutte contre le décrochage scolaire et contre les inégalités scolaires et sociales aussi. Donc, pardon, vous prenez comment le sous-titre de lycée de Nouvelle Chance, exactement c'est quoi? Précisément, c'est à quelle destination prétend? Donc, le micro-lycée, le lycée de la Nouvelle Chance, c'est une structure qui... Mais tu l'as pas dit? Pas encore. Pas encore. Je te laisse te présenter. Ah, d'accord, tu peux le... voyez, on improvise un petit peu. C'est une structure qui accueille des jeunes qui ont décroché ou qui ont été décrochés, comme on dit, du système scolaire. Voilà, et qui ont après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de période de déscolarisation, avec des situations extrêmement difficiles, reviennent donc pour passer un bac en 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et donc nous les accueillons et nous les amenons au bout de ce projet-là. Bon, il n'y a pas que ça, hein, on fait beaucoup d'autres choses aussi avec eux, pas simplement la préparation au bac, mais enfin, c'est quand même ça le cœur du travail, il est là quand même. Voilà, donc moi je voulais simplement peut-être, avant de revenir sur la structure, son organisation, etc., revenir juste un tout petit peu sur la création, parce qu'effectivement en 2011-2012, on va créer cette structure micro-lycée, lycée de la Nouvelle Chance, dans l'Académie de Versailles, à une époque où en fait, le premier micro-lycée il a été créé en 2000. Il y a eu 2 micro-lycées qui ont été créés en 2000. Le premier dans l'Académie de Créteil et puis un autre dans l'Académie de Grenoble, par des enseignants très engagés, très militants, et qui vont se battre pendant 2, 3, 4 ans pour monter le premier micro-lycée. Dans l'idée que le système scolaire produit du décrochage scolaire. À l'époque, il y a un des fondateurs des premiers micro-lycées qui s'appelle Gilbert Longhi qui disait que le décrochage scolaire est la maladie nosocomiale de l'école. Donc l'idée, c'est que le système devienne en lui-même son propre remède, et de manière aussi à engager toute une réflexion sur la prévention du décrochage scolaire qui devient un thème politique assez fort donc au début des années 2000. Et donc il y a un premier micro-lycée, un deuxième, un troisième, un quatrième, essentiellement concentrés dans l'Académie de Créteil, et il n'y avait aucun micro-lycée dans l'Académie de Versailles. Et donc en 2011-2012, il y a un nouveau proviseur qui arrive, Joël Canto, et qui propose à des enseignants volontaires du lycée Kessler donc, de monter avec lui ce micro-lycée. Voilà. Donc c'est juste pour dire qu'en une dizaine d'années, il y a eu un changement, une évolution, dans la mesure où, au départ, ce type de structure, éducation nationale, lutte contre le décrochage scolaire, était porté par des enseignants militants. C'est déjà un acte politique et de créatif aussi, pédagogiquement, qui est très fort. Et puis ensuite, petit à petit, ça s'institutionnalise, c'est-à-dire que ce sont des proviseurs, des chefs d'établissement, et parfois aussi des rectrices ou des recteurs qui portent ces projets-là. Voilà. C'est intéressant de voir que dans l'institution, il peut y avoir aussi des gens qui sont, qui ont des convictions et qui sont facilitateurs ou facilitatrices et qui vont aider les enseignants des enseignantes à construire ce genre de choses. Voilà. Et depuis 2012, donc
pendant le quinquennat Hollande, il y a à peu près 15 ou 20 micro-lycées qui ont été créés en France. Et aujourd'hui, on en est à peu près à 60, je crois, je n'ai pas les chiffres exacts. 70 micro-lycées. Alors, dans tout ça, il y a des projets avec équipe, des projets sans vraie équipe. Enfin, on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais il y a beaucoup de choses très, très différentes. Voilà, peut-être dire un petit peu plus sur le fonctionnement, la structure. C'est vrai que nous accueillons des jeunes qui sont en grande souffrance, qui ont vraiment vécu souvent des choses très difficiles. D'ailleurs, Xavier Gassman, qui travaille avec nous en tant que psychologue et qui d'ailleurs travaillait déjà avec nous lorsqu'il était à l'Esquisse, puisque nous avions une convention avec l'Esquisse, peut en témoigner. Nous recevons effectivement des jeunes pour qui le décrochage a de multiples causes. Ce sont des jeunes qui ont vécu une rupture, soit liée à la maladie, soit liée au décès d'un proche, soit à des violences. Ça peut être violences sociales. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont en grande difficulté économique. Violences familiales, y compris des violences sexuelles qui apparaissent d'ailleurs au jour de plus en plus nettement. Et violences de l'école également, comme l'a dit mon collègue. Les enseignants pouvant eux-mêmes être source aussi de décrochage parfois. Donc évidemment, tout ça nous a fortement interpellés. Et nous travaillons avec ces jeunes avec un triple objectif. Évidemment, les rescolariser, et c'est en leur offrant à la fois un cadre scolaire ordinaire, puisqu'il va s'agir de leur faire passer un vrai bac, sans aucun aménagement particulier. Un bac d'ailleurs qui, depuis la réforme engagée en 2019, est un bac qui se passe en grande partie en contrôle continu, ce qui pour des élèves qui ont un parcours heurté est un réel défi, une vraie difficulté. C'est aussi, deuxième objectif, il faut les resocialiser. Et c'est là un gros travail aussi, puisqu'il s'agit de reconstruire la confiance en soi, mais peut-être même plus l'estime de soi, qui implique une capacité à agir, qui est quelque chose de difficile pour nos jeunes à retrouver. Et enfin, troisième objectif, favoriser leur réintégration dans un circuit normal, entre guillemets, c'est-à-dire avoir cette conscience que le décrochage, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu, notamment depuis les années Covid, ça n'est pas un problème théorique. C'est un problème individuel, un problème au quotidien, un problème pour leur devenir, et qui les touche vraiment au plein cœur. Alors nous, on intervient en aval du décrochage, et le décrochage est un processus complexe, souvent long, la rupture peut être, mon collègue l'a dit, de plusieurs années. Et nous, on intervient au moment où le jeune a quand même ce sursaut de se dire qu'il veut revenir vers l'école. Il y a un désir qui s'exprime, on ne va pas les chercher, ils viennent vers nous. Et pourtant, même lorsqu'ils ont exprimé ce désir, c'est quelque chose qui est extrêmement fragile. Et quand ils vont être avec nous, dans le retour à la scolarité, eh bien, il y a plein de choses d'avant qui vont revenir, plein de choses qui vont se rejouer, et qui vont provoquer souvent de nouvelles ruptures qu'on doit accompagner. Donc, nous, finalement, ce qu'on voulait vous dire un petit peu là, c'est essayer de vous dire à quelle forme prend la créativité au lycée de la Nouvelle Chance, en quoi cette créativité, finalement, permet la rencontre, dont on a beaucoup entendu parler depuis tout à l'heure, parce que la rencontre, finalement, c'est peut-être ce qui est le plus indispensable pour la réussite du raccrochage scolaire. Oui, c'est-à-dire que d'année en année, nous, on est vraiment très frappés par le retour que les jeunes font de leur expérience au lycée de la Nouvelle Chance. C'est pas d'ailleurs propre simplement au lycée de la Nouvelle Chance de l'Académie de Versailles, mais c'est quelque chose qui existe aussi dans les autres micro-lycées. Oui, parce qu'on fait partie aussi d'un réseau d'établissements qui s'appelle la Fédération des établissements scolaires publics innovants, et qui regroupe donc une quinzaine d'établissements publics et qui propose donc des
pédagogie alternative avec des profils assez différents. Dedans, il y a notamment des micro-lycées qui sont plus dédiés au raccrochage scolaire. Mais donc, effectivement, ces jeunes reviennent nous voir assez souvent, et même parfois plusieurs années après, pour nous dire finalement qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qui a été le plus important pour nous dans cette expérience, dans cette année ou ces 2 années au lycée de la Nouvelle Chance, c'est la relation avec les enseignantes et les enseignants, la relation avec les adultes, la manière dont finalement vous nous avez considérés comme des personnes et pas simplement comme des élèves, la manière dont vous avez essayé de nous comprendre au sens où comprendre quelqu'un, eh bien, c'est le resituer dans un contexte, dans un ensemble, dans une totalité plus vaste. Donc qui permet de prendre en considération, je dirais, la globalité de la situation de l'élève. Un temps ou un espace aussi où le jeune peut être écouté. Il y a une très grande place et importance accordée à la parole des jeunes dans cette structure, pas simplement dans le cadre des cours qui se déroulent d'une façon relativement classique. Les innovations pédagogiques au lycée de la Chance ne sont pas tant, je crois, dans notre manière d'enseigner, mais plutôt, encore une fois, dans un changement de regard, de posture, où voilà, on n'est pas simplement les enseignants devant des élèves, mais des adultes qui essayons d'accompagner ces jeunes. Et il y a des temps, des espaces qui sont dédiés notamment à cet accompagnement, comme le tutorat. Voilà, puis il y a voilà. En fait, si vous voulez, c'est pas que ces jeunes viennent chercher une autre école, une école alternative, qui serait à côté, en dehors, à l'extérieur du système scolaire, mais plutôt une manière de faire l'école autrement, c'est-à-dire voilà, de revenir à l'école, mais pour y rencontrer de nouveau, ou pour la première fois, des enseignants, des adultes qui vont porter un autre regard sur eux. Voilà, et c'est ça qui les marque le plus. C'est ça qui est beaucoup plus que, encore une fois, les méthodes pédagogiques ou voilà. Donc il y a une organisation du temps et qui est un peu différente, notamment avec ce tutorat, mais aussi des ateliers, des plages projets, où on va effectivement les associer beaucoup à la construction de projets interdisciplinaires, par exemple, ou des ateliers artistiques, ou des ateliers cinéma, cinéphilo, écriture de nouvelles, de poésie, etc. Enfin voilà, on tente et on expérimente beaucoup de choses, mais il ne faut pas s'imaginer que ces jeunes arrivent avec le désir d'une autre école. En fait, ils nous renvoient très souvent, et c'est assez intéressant, la forme scolaire traditionnelle. C'est-à-dire que quand on leur propose quelque chose d'un peu différent, ils disent « mais non, mais nous ce qu'on veut, c'est le bac ». Voilà, donc là, c'est très bien, vous voulez qu'on fasse tel atelier, tel projet, ok, mais en fait, nous, notre objectif, c'est le bac. Et puis, on veut des notes, on veut être évalué. Alors, ok, très bien, puis quand on leur propose finalement quelque chose qui correspond davantage à ce qu'ils ont connu auparavant, ben là, ils partent en courant. Hein, donc, ils sont dans des contradictions, et nous aussi. C'est-à-dire que on est convaincu qu'il faut faire autrement, et puis en même temps, on est dans un cadre, le cadre d'un lycée traditionnel, on les prépare au bac, c'est le même programme que les autres, on a des échéances, etc. Il faut les évaluer, il faut remplir les bulletins, etc. Donc voilà, on est pris dans des tensions, dans des contradictions en permanence. Et je crois que ma conviction, c'est que ces tensions-là et ces ambivalences-là, elles sont irréductibles. Et que plutôt que de les vivre sur le plan personnel comme une forme de souffrance au travail ou autre, c'est en faire des problèmes de métier et voir comment en équipe, collectivement, on peut essayer de les rendre, d'en faire quelque chose de constructif pour tout le monde. Il y a le travail en équipe aussi dont je n'ai pas parlé, mais peut-être tu peux en dire. C'est vrai qu'il y a un travail en équipe très important. On se réunit une fois par semaine pendant 2 heures. À la fois pour se concerter sur le plan pédagogique, sur le plan organisationnel, au niveau de nos projets, mais aussi pour faire du suivi d'élèves.
puisque, comme l'a dit mon collègue, on est chacun en charge de plusieurs élèves en particulier, qui sont, on est professeurs référents, d'élèves qui sont nos référés, et avec lesquels on a inscrit dans l'emploi du temps un temps d'échange un peu particulier, où l'élève va nous adresser ses difficultés. Alors, ça peut être ses difficultés scolaires, mais évidemment, ça ne se limite pas aux difficultés scolaires. Le jeune, à partir du moment où nous avons réussi à établir avec lui une relation de confiance, où il sait que il pourra nous apporter une parole sans qu'on la trahisse, il va pouvoir nous adresser d'autres difficultés qui empêchent l'appropriation du champ scolaire. Et à charge, à ce moment-là, pour le professeur référent, bien sûr, de communiquer avec l'équipe, et puis surtout, de communiquer en direction des partenaires, parce que nous, on est enseignants, donc on ne s'occupe que du scolaire, et pour ce qui est le reste, on recueille une parole précieuse, et qu'on va adresser vers les partenaires qui sont habilités. Donc, donc par exemple, Xavier Gassman, avec lequel on travaille pour les élèves qui nous font part de la volonté d'avoir un accompagnement sur le plan psychologique. Et puis éventuellement des psychologues de l'éducation nationale qui travaillent avec nous dès le moment d'ailleurs où les jeunes candidatent, et puis qui nous accompagnent aussi au long cours. Voilà, donc on est effectivement, il y a un travail de partage d'informations qui est extrêmement important, délicat aussi, parce que le partage d'informations, c'est quelque chose qui peut être dangereux quand c'est mal fait. Donc il y a des informations qui ne se partagent pas n'importe comment. Donc c'est toute une expérience aussi, mais qui nécessite, comme l'a bien dit mon collègue, de sortir de sa posture d'enseignant enfermé dans sa salle, recroquevillé sur sa discipline, et qui nécessite de prendre le risque même d'être étiqueté comme un mauvais prof, ou un prof un peu bizarre, parce que ne faisant pas des tableaux finalement dans lesquels on va inscrire telle compétence, tel jour, en tant d'heures, etc. Nous, on s'adapte énormément au rythme des jeunes qu'on a en face de nous. Alors, sans tomber dans le rythme qu'ils nous imposeraient, parce qu'on prépare un bac, parce qu'il y a bien un calendrier, des échéances à respecter. Et donc, c'est tout un art, presque, que d'essayer de tenir les deux à la fois et d'être contenant, finalement, tout en gardant un cadre. Parce que s'il n'y avait pas ce cadre, ça ne fonctionnerait pas. C'est extrêmement important, ce serait dangereux si le cadre n'était pas là. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Puis peut-être juste un mot de conclusion, puisqu'on parlait d'espoir tout à l'heure. On l'a pas abordé là, mais la situation n'est pas toujours facile. On n'est pas toujours aidé, y compris par notre institution, nos établissements, à diverses échelles, parce qu'on est différent. Donc, les jeunes, effectivement, nous donnent aussi la force. C'est-à-dire que ce qu'on leur donne, ils nous le rendent au centuple. Ils nous donnent beaucoup d'espoir, l'envie de continuer. C'est d'ailleurs pour ça que même quand c'est dur, on continue. Il faut du courage, c'est sûr, parce que c'est pas facile tous les jours. Il faut sans doute aussi de l'exemplarité, parce que finalement, c'est sans doute la seule voie de salut entre la force, la contrainte trop durement ressentie, et la séduction, qui est aussi quelque chose de dangereux. Et il faut sans doute aussi, et ça transparaît dans tous les témoignages qu'on entend depuis ce matin, beaucoup d'humilité, parce qu'il arrive qu'on ne se rencontre pas, ou que la situation nous échappe, ou que les effets ne soient pas immédiats. Voilà, je vous remercie. Alors, puisque on parlait d'optimisme, une chanson optimiste.
dans les corridors de ma foutue boîte crânienne, dans ces dédales d'or aux fresques féliniennes. Paraît qu'il y a des anomalies dans mes tuyaux, mes conduits, dans les mécanismes complexes de mon pauvre cortex. Ils m'ont dit prenez ces pilules, car vos démons pullulent. Passez la camisole, votre esprit se gondole. Les visions hypnotiques de votre boîte à musique peu à peu vous déchirent et coule votre navire. Mangeurs de lune et buveurs de chimères, coureurs d'infortune à des années-lumière, moi l'égaré du labyrinthe, serais-je sevré de mon absinthe? Givre a recouvert les murs de ma maison. Cette blancheur obscure a bouffé mes saisons. Des flocons de cristal tombent sur mon lit d'hôpital. Je vois plus les mêmes couleurs. Je perds les battements de mon cœur. Seul dans les artères de la fourmilière, dans les rues de l'existence, je n'ai pas trouvé de sens. Je cherche mes semblables, un port, une rade, un havre, une nacelle, où déployer mes ailes. Ils m'ont dit n'ayez pas peur, on va remettre vos pendules à l'heure, sauver l'édifice, refonder la matrice. Nous brisons vos moulins, vous suivrez le droit chemin. Vos errances nous déchirent et coule notre navire. Mangeurs de lune et buveurs de chimères, coureurs d'infortune à des années-lumière, moi l'égaré du labyrinthe, serais-je sevré de mon absinthe? Et les murs se referment sur moi. La femme ombre m'enserre dans ses bras. Dans votre forteresse, vous me tenez en laisse. Je vois même plus les couleurs. Je perds les battements de mon cœur. Vous posez peut-être la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette image que vous avez sous les yeux, sous le nez, dirait-on vulgairement. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est cette image? Il y en a qui le savent, évidemment, ceux qui ont proposé que ce soit là. Donc, c'est une image d'enfant londonien pendant la dernière guerre mondiale, c'est ça, je parle sous le contrôle de Martin. Pendant la dernière guerre mondiale, des masques à gaz, vous savez que, voilà, par crainte des effets justifiés des gaz et autres choses, donc on éduquait les enfants à porter le masque, c'est cela, voilà, le masque à gaz. Voilà, pour ce qui concerne l'information sur cette image, et maintenant nous poursuivons. Je ne pensais pas qu'un jour je lirais un texte masqué, mais voilà, donc je suis astreinte à me masquer aujourd'hui. Donc je suis professeure de lettres depuis plus de 20 ans dans une banlieue parisienne, et je ne suis pas très bien placée pour parler d'inclusion, puisqu'il y a peu d'élèves atteints de pathologies
psychiques ou physiques lourdes qui arrivent jusqu'au lycée général. Soit ils sont en institution spécialisée, soit ils sont déscolarisés. Ou bien c'est assez peu lourd pour être camouflé et ils ne veulent pas en parler à leurs professeurs et à leurs camarades, et ça reste sous le sceau du secret. Donc l'histoire que je voulais vous raconter, c'est celle d'Alan, qui ne s'appelle pas Alan, j'ai changé son prénom. C'est la plus récente dans ma mémoire. Et donc c'est un élève d'origine algérienne qui est très, très beau garçon, très grand, en pleine forme, un peu différent des autres élèves de son âge. Il a 15 ou 16 ans au début d'année et fait partie d'une classe de seconde, particulièrement agitée, avec beaucoup d'élèves dits difficiles, de faible niveau, posant des problèmes de discipline, d'insolence, de concentration. Très certainement d'ailleurs que déjà, à un premier niveau, on pourrait dire que pour ces élèves-là qui n'ont pas de pathologie particulière, ces élèves que Prévert appelait les cancres, déjà une certaine inclusion n'a pas fonctionné. Donc très vite, l'équipe pédagogique identifie Alan comme un des élèves qui fait partie du groupe d'élèves difficiles à gérer. Et pourtant, il n'est pas exactement comme les autres. Il s'exprime très bien. Il a une très belle élocution, ce qui est plutôt rare à cet âge et dans cette banlieue. Il a un vocabulaire châtié. Il a une certaine rigidité dans le corps. Il ne se tient pas du tout comme les adolescents qui veulent prendre une posture de voyou, comme ma tenue aujourd'hui. Il n'a pas du tout la même posture corporelle. Il se tient très droit, il a la nuque très raide. Il ne prend aucune note en cours, ce qui est souvent le cas des élèves en difficulté, qu'il faut rappeler à l'ordre de façon incessante, parce qu'ils dorment, parce qu'ils discutent, qu'ils regardent par la fenêtre. Lui, il ne dort pas, il ne bavarde pas, il ne prend pas de notes, comme si ça ne le concernait pas, il attend que ça passe. Et si le cours est dispensé sous forme de dialogue, par contre, il donne des réponses très pertinentes. Et puis assez vite, dans l'année, je m'aperçois que ses lèvres bougent pendant le cours et qu'il parle tout seul. J'essaie de toucher un mot à mes collègues du fait que je trouve cet élève différent des autres, mais il a attiré l'animosité de beaucoup de membres de l'équipe qui le disent insupportable, pervers, sournois et d'autres mots moins polis. Rares sont ceux qui ont pour lui le plus d'empathie que d'agacement. C'est vrai qu'il lui arrive parfois de rire ou de sourire face aux difficultés qu'il cause aux professeurs. Et il nous pose à tous de réels problèmes de discipline. Il ne lève jamais le doigt pour prendre la parole, il s'exprime très fort, à tort et à travers, pas toujours dans le sujet, il tente de faire rire ses camarades d'une façon un peu décalée, et qui d'ailleurs très vite va le faire passer dans la classe pour un élève étrange. Il essaie pourtant à l'évidence de masquer une très grande incapacité, en affichant ses manières pleines d'insolence, histoire de s'inventer un personnage un peu plus séduisant. D'une certaine manière, Alan pâtit dès ce début d'année d'être dans une classe où sont réunis un certain nombre d'élèves problématiques. Il pâtit du fait qu'il y a trop d'élèves dans une classe et que l'Éducation nationale a déjà son lot d'élèves mal intégrés. L'équipe dépassée l'assimile à ce groupe alors qu'il est différent et n'a pas l'opportunité de le voir et de le traiter comme tel. Au contraire, les professeurs sont poussés à être encore plus sévères avec lui pour qu'il n'entraîne pas les autres dans son sillage. J'ai l'impression pourtant qu'il y a des choses beaucoup plus graves qui se jouent dans le cas d'Alan, beaucoup plus graves que de l'insolence. J'en alerte la CPE et la professeure principale, et qui pensent la même chose que moi. Donc nous joignons la mère d'Alan et nous apprenons qu'il a été renvoyé du lycée précédent à cause d'une bagarre, alors qu'il sera très très calme toute l'année, où je l'aurai 6 heures par semaine. Je ne vois aucune violence en lui. Il est même très figé, très retenu. Pas de violence verbale non plus, il est plutôt victime de la violence des autres, qui se mettent un peu à le persécuter parce qu'ils ne le comprennent pas. Tout en poursuivant notre enquête au fil des semaines et des mois avec la CPE et la prof principale, on apprend que la mère a 5 enfants, qu'elle est débordée, qu'Alan fait partie des aînés, que les autres s'en sortent très bien, font de belles études, et que seul Alan pose problème. La mère est très occupée par les petits frères et les petites sœurs, et Alan lui demande sans cesse si elle l'aime, ce qu'elle m'explique qu'elle trouve étouffant. Donc le père, quant à lui, ne veut plus regarder Alan dans les yeux. Il est humilié d'avoir un tel fils. Je cite ce que la mère me dit, et il fait comme si Alan n'existait plus. Donc visiblement, le couple parental va très mal et va se séparer. Quand je fais allusion au fait qu'il parle tout seul pendant les cours, la mère me dit que pour le cadrer, pour aider son fils, elle l'a inscrit dans une école coranique le dimanche, et que ce que je vois quand ses lèvres bougent, c'est qu'il récite ses prières et qu'elle lui a déjà dit de ne pas le faire.
Elle nous fait aussi savoir qu'il est suivi par un médecin. Donc on se met en contact avec le médecin qui nous explique qu'en fait Alan entend des voix et qu'il connaît des épisodes délirants. Lorsque nous essayons de parler de ce problème à la mère, elle fait la sourde oreille. Mais elle me dit quand même, au cours de ce coup de fil, qu'Alan lui a dit qu'il trouvait que la vie était bien trop longue et qu'il avait envie de mourir. L'année se passera en aller-retour infructueux dans le bureau de la CPE pour trouver une structure pour Alan, une aide, une association, un stage, n'importe quoi qui pourrait correspondre davantage à ses besoins spécifiques. Mais en cours d'année, c'est très difficile. Et sans dossier médical, toutes les issues sont bouchées. À partir du moment où la famille est dans le déni, ce qui est le cas là, sans reconnaissance, on ne peut pas faire de dossier et aucune démarche n'est envisageable. Peu à peu, Alan se détache totalement du lycée. Il n'est pas intégré par la classe. Les moqueries fusent. Il dérange les professeurs à qui l'on n'accorde pas de temps spécifique pour prendre en compte ce type d'élève atypique. Il vient à tous les cours, mais il est dorénavant comme absent dans une bulle. Il finira par être orienté vers un lycée professionnel, ce qui ne correspond absolument pas plus à son profil que notre lycée général. J'ai le sentiment, du coup, qu'il s'agit plutôt de l'exclure proprement de notre établissement que de trouver un lieu qui lui convienne. Pourtant, une autre voie se dessinait. À un moment de l'année, je dois aborder le genre théâtral dans mon programme de français et j'aime faire jouer mes élèves. C'est la meilleure façon d'appréhender le théâtre, de le mettre en scène, en voix. Et je fais plein de petits exercices d'improvisation, d'expression corporelle et de jeu. À cette occasion, Alan se révèle totalement. Il est extraordinaire. Il joue bien, très bien, il est incroyable, il n'a aucune inhibition, une élocution parfaite, une voix très forte, très claire. Il est drôle, il fait rire ses camarades et se trouve parfaitement et subitement intégré et apprécié. J'essaie de lui dire à plusieurs reprises qu'il devrait s'inscrire à un cours de théâtre, qu'il est doué. Il est très fier de ce que je lui dis. Il m'en reparle plusieurs fois, me demande confirmation, mais il n'en fera rien. Un coup de fil avec la mère, je lui dis aussi qu'Alan est très douée pour le jeu et elle fond en larmes en me disant que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas entendu un jugement positif sur son fils. Je sens qu'il y a quelque chose ici, même si je ne suis pas médecin, en tout cas, qui pourrait faire partie du développement de son potentiel, qui pourrait faire de lui un être plus épanoui au sein de l'école, loin du programme habituel et des sentiers battus, dans un espace plus libre, plus créatif que ce qu'on demande habituellement. Mais je n'ai pas le droit de prolonger de plus de quelques séances le travail autour du théâtre, et si je le fais, je l'ai déjà fait dans ma vie, cela m'est immédiatement reproché par ceux qui nous cadrent, qui veulent qu'on respecte à la lettre les programmes et qu'ils soient bouclés dans les temps. Pourtant, les 3 années où j'ai monté des pièces de théâtre, en débordant totalement, on parlait de désobéissance et qu'il fallait désobéir à chacun individuellement, je crois que c'est vrai. Quand je l'ai fait, je n'ai jamais autant intégré mes élèves que dans ces expériences théâtrales où chacun trouvait une place, que ce soit décorateur, maquilleur, metteur en scène, chacun en trouvait une, l'inventait. Et tous les élèves, même les cancres, étaient extrêmement heureux dans ces moments-là. Donc pas étonnant que le petit moment où j'ai abordé le théâtre dans la classe d'Alan, celui-ci ait vraiment pu trouver sa place à cette occasion. J'ai vu qu'il pouvait réellement être inclus, que le théâtre pouvait être un moyen pour lui de se réaliser, de se faire entendre et même admirer des autres qui l'appelaient, criaient son nom pour « refais-le, Alan, encore, t'es trop drôle », etc. Donc prendre des notes, réciter, c'était pas possible, mais improviser et jouer, ça l'était. Le jeu ouvrait sur une possibilité. Pour conclure, à l'issue de cette année, ce que j'ai ressenti, ce n'est pas l'inclusion de cet élève dans la classe, dans cet établissement, mais sa lente, progressive et très certaine exclusion, tout comme un organisme rejette un corps étranger, d'abord de la part des autres élèves qui ont fini par confier qu'ils avaient peur d'Alan, et ensuite une exclusion sous forme d'obsession par l'établissement qui construisait progressivement un dossier, rapport quotidien, conseil de discipline à l'appui, visant à exclure le mauvais élément que cet élève représentait. Dans une société procédurière et judiciarisée, les dérapages pouvant venir de ce type d'élèves est une véritable hantise pour le lycée. Ainsi, ce genre de peur sécuritaire passe avant l'épanouissement de l'élève. Jamais il n'a été recherché par l'équipe pédagogique ou les chefs un moyen d'adapter notre enseignement à cet élève, de lui offrir quelque chose de différent, mais qui pourrait lui convenir, ou pour de multiples raisons. Au niveau des professeurs, parce qu'il y a trop d'élèves par classe pour faire face aux besoins de chacun, parce qu'on ne nous offre aucun temps de réunion et de travail d'équipe officiel pour mettre en place
autre chose, d'autres propositions pédagogiques, parce qu'on ne nous laisse aucune autonomie, aucune créativité à nous, en premier, les professeurs, pour s'adapter à nos élèves et qu'on nous impose des programmes totalement déconnectés de la réalité des classes. Au niveau des directions, ensuite, j'ai toujours vu que les élèves qui n'entraient pas dans le moule étaient voués à être exclus. Ce n'est pas le système qui s'adapte à eux, c'est l'inverse, ou rien. Et s'ils ne veulent pas jouer le jeu, c'est ce que j'ai entendu souvent en conseil de classe, qu'ils allaient voir ailleurs. Et cet ailleurs, on sait très bien qu'il n'existe pas, puisqu'on l'a cherché sans le trouver pour Alan, ou que c'est la rue. Autrement dit, l'éducation nationale, c'est l'usine, c'est devenu l'usine. C'est pour ça que j'admire beaucoup mes collègues qui travaillent dans d'autres structures, comme l'école de la seconde chance, parce que globalement, on ne fait pas dans la dentelle. La seule personne qui a essayé de trouver une réponse adaptée, c'est la CPE, mais très vite, ce qui est ressorti de nos discussions, c'est que toutes les issues étaient bouchées. Les lieux spécialisés pour accueillir les élèves comme Alan sont rares, et j'ai entendu aussi dans la journée d'aujourd'hui qu'on fermait des institutions spécialisées. Donc, pour terminer sur le terme d'inclusion, l'inclusion en soi est un beau concept, et n'importe qui engagé dans un travail touchant à l'humain ne peut que le considérer comme un idéal à atteindre. Comment ne pas désirer que tout un chacun trouve sa place au sein de notre communauté humaine avec ses différences et ses spécificités. Le problème, c'est que le mot d'inclusion, tel qu'on l'entend aujourd'hui, est à mon avis un de ces nouveaux mots à la mode, donc on a entendu un peu dans les sketchs et les chansons aujourd'hui, plein de bons sentiments qui masquent la cruelle réalité. D'un côté, on ferme les institutions spécialisées visant à accueillir des élèves pour qui l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui ne convient pas, et on sort le beau mot d'inclusion de sa manche, comme on le ferait un magicien. On lui associe des belles idées de tolérance, d'intégration, d'hospitalité, d'égalité, et la bonne et généreuse école, subitement, serait capable d'accueillir toutes sortes d'élèves en son sein, mais de l'autre, on retire tous les moyens qui permettraient une réelle inclusion de ces élèves dans nos écoles. Le bénéfice est total, puisque pour ceux qui gèrent notre économie, les institutions sont fermées et ne coûtent plus un sou. On renvoie à l'école ceux qui ont des besoins spécifiques, besoin d'un traitement à part, et on fait porter la responsabilité de la fameuse inclusion aux enseignants, à ceux qu'on appelait les AVS, aux directions, qu'ils s'en débrouillent et qu'ils s'en chargent s'ils sont des gens bien. Nos écoles boitent déjà, comme j'ai voulu le montrer dans ce long récit. Nos classes sont pleines à craquer. Certains professeurs ont à eux seuls 350 élèves par semaine. Rien n'est fait pour les élèves qui ont du mal à suivre, tout simplement parce que les profs courent après les programmes et n'ont plus le temps de s'adapter. Il y a plein d'élèves perdus et faibles dans nos classes. Il faudrait que par la seule volonté du prof, cet élève se transforme tout d'un coup en un élève lambda de la classe. Malheureusement, il ne suffit pas qu'un élève soit assis sur le même banc que les autres pour qu'il soit comme les autres. Ce n'est pas parce qu'on ne le sépare plus des autres qu'il devient le même, par miracle, et que ses besoins spécifiques se volatilisent. Pourtant, accepter que certains élèves aient des besoins particuliers, ce n'est pas les rabaisser, au contraire, c'est leur apporter un traitement de faveur. On retrouve ici des idées délirantes, très en vogue, au niveau du concept d'égalité, d'indifférenciation, d'indétermination. L'hyper-individualisme dans lequel nous baignons génère l'idée folle que les individus se valent, qu'ils sont interchangeables. Or, c'est faux. Nous ne sommes pas tous égaux, nous sommes tous différents. L'inclusion suppose la différenciation. Et appliquer le même programme à tout le monde est en fait excluant. Je vais jouer à être la CPE l'espace d'un instant. Effectivement, depuis la création des délégués de classe en 1968, en passant par l'exercice immédiat de la citoyenneté avec la loi d'orientation dite Jospin en 1989, jusqu'au grand oral prévu par la réforme récente du baccalauréat, le discours institutionnel valorise toujours davantage la parole des élèves. Mais de quelle parole s'agit-il ? Car dans la réalité quotidienne de nos métiers, les élèves n'ont droit qu'à une certaine parole qu'ils sont supposés avoir préalablement assimilée, au risque d'être sévèrement rappelés à l'ordre. Je suis CPE, je suis conseillère principale d'éducation dans un collège du 93, en réseau d'éducation prioritaire, plus souvent connu par son ancien acronyme ZEP, Zone d'éducation prioritaire. Si ce qui m'anime chaque jour peut se résumer par les mots de Philippe Mérieux, chercheur en sciences de l'éducation, construire les conditions de l'émergence d'un sujet, je pense aussi que le cœur de mon métier est la parole.
Non pas celle promue par l'institution, mais bien celle qui fait exister, celle qui fait grandir et celle qui émancipe chacun de mes élèves. Pourtant, j'ai toujours eu le sentiment de nager à contre-courant lorsque je donnais du crédit à ce que pouvaient me raconter les élèves, lorsque je n'étais pas offusqué par ce qu'ils pouvaient dire, ou lorsque je les écoutais trop, dirait-on. Vous, avec ta collègue CPE, vous êtes trop dans l'éducatif, nous a-t-on reproché cette année. Or, je pense bien au contraire qu'il ne peut pas y avoir de trop, puisque tout est support à l'apprentissage. La plus grosse des bêtises serait paradoxalement, à mon sens, l'occasion d'interroger un adolescent sur lui-même, lui signifier le sens de la limite et de lui transmettre encore et toujours éthique et valeurs. Lors du conseil de classe, d'une classe de 4e, Tariq, un des 2 délégués de classe, essaye de défendre un de ses camarades face aux remarques de l'équipe enseignante. Il prend la parole, seul, à 13 ans, face à tous ces adultes, professeurs, CPE, chefs d'établissement, délégués des parents d'élèves. Non mais en fait, s'il fait ça, c'est parce que le cours d'espagnol, il est nul. Blasphème. Tous les regards se tournent vers lui et la colère des enseignants se déverse, les uns après les autres. Quoi ? Mais c'est inadmissible. Je ne vais pas accepter qu'une collègue soit insultée comme ça. Tariq vient de briser un tabou. On ne critique pas un cours ou un enseignant, car celui qui s'y risque attaque toute la profession, et elle fait corps, la profession, y compris contre un adolescent. Dans l'indignation générale, j'essaye de m'adresser à Tariq, ménageant mon intervention, car dans ce cas, ne pas condamner immédiatement les propos de l'élève, c'est être du côté de l'élève, donc contre les enseignants. Or, je suis profondément convaincu que toute situation dans le cadre de nos fonctions doit être transformée en situation éducative. Se saisir de ce qui se passe et en construire une situation d'apprentissage et de réflexion sont nécessaires à l'émancipation individuelle et aux exigences de la vie collective. Je m'adresse donc à Tariq. Toi et ton camarade avez le droit de ne pas aimer le cours d'espagnol, mais ce n'est pas le lieu ni la manière de le dire. Et ce n'est pas parce que ton camarade n'aime pas ce cours que cela t'autorise à ne pas suivre les règles de la classe. Oui, il y a des délégués de classe à qui l'institution donne une voix au sein du conseil. Mais les configurations traditionnelles perdurent, et un élève qui déprécie à voix haute une discipline est un élève qu'il faut faire taire. Alors que pourtant c'est un adolescent de 13 ans, courageux, dévoué à la cause de ses camarades, qui participe pour la première fois à une instance dont il ne maîtrise pas les règles du jeu, et que nous, professionnels, devons accompagner. Mais pour beaucoup de personnel de l'éducation nationale, certains élèves sont qualifiés d'irrécupérables. Pourtant, nous ne pouvons exercer nos métiers sans être inéluctablement guidés par ce que Philippe Mérieux nomme le pari d'éducabilité, un principe qui postule que chacun peut apprendre, un pari inverse à la fatalité. Sans être une vérité scientifique, Philippe Mérieux insiste sur l'absolue nécessité d'y croire ou de faire comme si, condition nécessaire au possible en devenir. Or, nous sommes encore loin du partage de ce postulat par le plus grand nombre des professionnels. Les élèves qui siègent au conseil d'administration, principale instance décisionnaire dans un établissement scolaire du second degré, sont élus au sein des délégués de classe, qui se réunissent en assemblée générale pour procéder au vote. Les élections sont encadrées par des circulaires. Et ce sont les CPE qui ont la charge de leur mise en œuvre. Dans les trois élèves délégués au CA, il y a l'IS, élu par ses pairs à une très large majorité. Pourtant, à peine l'information de son élection était-elle remontée jusqu'à la salle des profs que les messages fusaient sur le groupe d'information WhatsApp du collège réunissant enseignants et CPE. L'IS élu des délégués ? Mais c'est une honte. Oh madre mia, c'est affolant. Je comprends pas, ces gamins devraient même pas pouvoir prétendre à ça. On devrait mettre en place un casier vierge pour pouvoir prétendre au rôle de délégué. Les pouces levés en guise d'approbation s'additionnent sur les messages, je n'ose même plus les compter. Douleur. Moi aussi je fulmine, mais pas pour les mêmes raisons. Ce qui est honteux, ce n'est pas que l'IS soit délégué des délégués, ce sont que des propos comme cela puissent être partagés par autant de professionnels. Ce qui est affolant,
c'est que ceux dont le métier est l'émancipation des enfants les enferment encore davantage dans un rôle social, les assignent à une identité d'élèves agités, perturbateurs, au mauvais comportement, sans pouvoir ne serait-ce qu'une seule fois imaginer qu'ils puissent assurer les fonctions pour lesquelles ils ont été élus. Ce que je ne comprends pas, ce n'est pas que des gamins prétendent à ce rôle, mais bien qu'on ne leur en donne pas plus au sein d'un établissement scolaire, au sein d'une classe, car nombreuses sont les recherches en pédagogie qui utilisent des rôles et des fonctions pour travailler sur le collectif, construire les conditions d'émergence d'un sujet et travailler les tâches didactiques. Ce qu'on devrait mettre en place, ce n'est pas un casier vierge, mais une multitude d'outils pour répondre aux multitudes de situations que nous rencontrons chaque jour dans notre pratique. Une multitude de paris d'éducabilité pour la génération dont nous avons la responsabilité. Tiens-toi bien. Souris. Ne te penche pas. Tiens-toi droite. Mets pas les coudes sur la table. T'assois pas par terre. Mets des culottes sous tes robes. Ne marche pas trop vite. Accroche-toi à ma main. Regarde en traversant de gauche et de droite et de droite et de gauche. Sois sage. Mets pas tes pieds sur la table. Saute pas sur le lit. Saute pas dans les flaques d'eau. Attends avant de t'en servir. Va vomir aux toilettes. Ne mange pas de cochonneries avant les repas. Remets les affaires à leur place. N'écoute pas les gros mots. Crache pas par terre. Mais c'est rigolo. Fais toujours ce qu'on dit de faire. Ne nous contredis pas, même si nous avons tort. Sois respectueux. Sois toujours galant avec les filles. T'attires pas d'ennui. Dis bonjour aux gens que tu croises, même si tu les connais pas. Mets la table, fais à manger. Travaille bien pour réussir dans la vie. Fais ceci, fais cela. Pourquoi ai-je tant de choses à faire ? Ne te plains pas, les filles ont plus de choses à faire que toi. Samedi, j'étais en famille. Dimanche, j'ai pleuré. Lundi, j'ai jeûné. Mardi, j'ai rigolé. Mercredi, je suis sorti. Jeudi, j'ai encore jeûné. Vendredi, aujourd'hui, j'écris. Quand je t'ai vu, j'ai tout vu. Toi, tu ne m'as pas vu. Mais moi, je t'ai vu. Et ce n'était pas grave que tu ne m'aies pas vu. Car le plus important, c'était que moi, je t'ai vu. Quand je t'ai vu, j'ai vu l'espoir. La vue de l'espoir a changé ma vie, a changé ma vue, a tout changé de ma vie et de ma vue quand je t'ai vu. J'ai trop longtemps cru perdre la vue. Tu étais trop beau pour être vu. Vu par quelqu'un qui ne méritait même pas la vue. Quand je t'ai vu, quelqu'un d'autre a obstrué cette vue. J'aurais aimé lui faire perdre la vue. Mais vu que je ne suis pas si cruel, je lui ai laissé la vue. Quand je t'ai vu, je me suis dit pourvu que ma vue ne le fasse pas fuir. Mais vu qu'il ne m'a pas vu, le problème est résolu. Déchirure est le premier mot de ce poème. Par déchirure, tu peux y entendre le mot cassure, blessure et même ordure. Elle peut être faite par différentes pourritures, mais elle ne crée qu'une misérable coupure. Souvent après cette déchirure, ta vie devient plus obscure. Certains diront qu'ils souffrent, qu'ils saignent et que cette déchirure s'éternisera, mais ils ont tort. Ce qui nous rend plus forts finira par nous tuer. Cette colère qui arrive tout d'un coup et qui me demande de le frapper, qui m'oblige à faire une connerie. Mais mon éducation m'en empêche, par peur d'avoir des problèmes sans doute. Quelle merde, cette colère, cette colère, cette colère.
Ah, pourquoi devrais-je me retenir? Cette colère me pousse à le lui dire. Cette chose si importante, saleté de confiance qui me stoppe dans ma lancée. Je suis obligé de l'écouter, lui, ce con. Pourquoi tu lui dis pas? Allez merde, tu peux lui dire arrête de l'écouter et d'hocher la tête comme ça. Pourquoi t'énerver sur les autres au lieu de lui? Pourquoi tu lui dis pas? Dis-lui ce que tu penses. Merde et merde. Pourquoi je dois continuer à avoir ce petit merdeux qui se dit être psychiatre et qui ne sait même pas ce que les autres peuvent ressentir? Ce psychiatre n'est que passé. Tu aurais dû lui dire. Franchement, si un jour je le revois en tant que psychiatre, je deviens fou. J'ai pris une décision, une grande décision, un peu dangereuse, certes, mais c'était une décision. Ma décision. J'étais pressé de la montrer, mais elle me faisait mal, cette décision. Ma famille la soutenait, cette décision, mais ils ont arrêté de penser à cette décision, ma décision. Ils l'ont trahi. Ils l'ont haï. Ils ont cherché pourquoi et comment. Cette décision. J'ai pu la voir, ma décision, pauvre de moi, de ma famille, de mes amis, cette décision, ma seule décision. Une joie, une tristesse, une détresse, ma décision. Ma seule décision. Mon unique décision. Ce film, fondamentalement, c'est le film des mômes de cette classe de SECPA. C'est un programme qui est en lien entre l'éducation nationale et le CNC, le Centre national de la cinématographie, qui, une fois par an, dans 5 établissements de l'Île-de-France, développe ce genre de projet. Faire un film avec des enfants. Et le hasard a voulu, enfin d'ailleurs c'est pas vraiment le hasard, mais je vous raconte pas, ça serait trop long, où on a été choisi pour faire ce film avec des enfants de SECPA de Villeneuve-Saint-Georges, parce que Villeneuve-Saint-Georges c'est le 9-4 et que nous habitons dans le 9-4 et que donc on devait être habitué à parler à des mômes de ce genre-là, qui devaient être les mêmes mômes que ceux de notre quartier. Donc voilà, on a fait. Voilà. Bon, et juste en 2 mots pour vous dire que au tout début, on s'est demandé si on allait arriver à faire quoi que ce soit, parce qu'on a eu affaire à une classe de mômes, de 17 mômes, qui est, ce dont vous avez parlé toute la journée, des mômes tout à fait écrasés, accablés par la situation dans laquelle ils se trouvaient, et donc des mômes qui ne savaient rien, qui ne connaissaient rien, qui n'avaient jamais rien lu, jamais rien vu, voilà, et qui passaient effectivement leur temps sur leur téléphone portable à jouer à je sais pas quoi, etc. Et je la fais très court parce que en fait très rapidement on a quand même réussi à se connecter grâce en grande partie aux profs qui étaient des profs géniaux et à la directrice qui était extraordinaire. On a réussi à monter vraiment un boulot assez incroyable, enfin avec des mômes incroyables qui savaient d'ailleurs énormément, des gamins qui parlaient plusieurs langues, qui au début ne savaient rien et ne savaient même pas d'où ils venaient et qui en fait parlaient plusieurs langues en dehors du français, avec un gamin haïtien qui savait pas où était Haïti et qui à la fin nous racontait l'histoire de la révolution en Haïti, etc. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que c'est pas un regard sur eux, c'est en fait ce qu'ils avaient envie de raconter à travers un film. On leur donnait l'occasion de parler, et ben ils ont pris la parole et ils ont guidé, alors bien évidemment qu'on a filé plein de coups, bien évidemment, mais l'essentiel des idées qu'il y a dans ce petit film provient des échanges qu'on a eus, et ce sont eux qui ont eu les idées principales. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Merci beaucoup. On vit aux alentours du collège, dans différents quartiers. Pour la plupart d'entre nous, on est ensemble depuis la 6e. On ne se mélange pas beaucoup aux autres. C'est vrai que certains élèves nous prennent pour des nuls, des incapables, des illettrés. L'école, c'est pas facile pour tout le monde. Faut écouter, ne pas rêver,
Écrire, ne pas trop rigoler. Surtout être assis quand on a envie de bouger. C'est long. Des fois, on étouffe et on craque. D'autres fois, on aimerait bien que les gens, et pas seulement les élèves, nous voient tels qu'on est vraiment. Fragile, émotif, mais fort aussi. Sensible et capable. C'est ça le but de notre film. Faire tomber les masques, nous raconter juste un peu. Croyez-nous, l'exercice n'est pas facile, mais on a accepté la règle du jeu. Qu'est-ce que tu as envie que toi, l'école, elle t'apporte? Confiance en moi. Toi, l'école, tu aurais besoin qu'elle te donne confiance en toi. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance en moi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose en toi? Est-ce que ce feu, il est toujours agité? Non. Non, il peut être comment, ce feu aussi? Avoir une colère. Il peut être? Avoir une colère. Donc comment tu pourrais mettre? Tu m'as parlé d'une émotion. Tu m'as dit... Je suis le feu en colère. Ouais, tu peux écrire ça? Ça serait comment ton paysage intérieur qui est calme? Une rivière. Une rivière? Alors comment tu pourrais dire que tu es calme par rapport à cette rivière? Si tu commences ta phrase par « je suis ». Je suis... Je suis une rivière silencieuse. Bravo! Je suis une rivière silencieuse. Vas-y, je te laisse le noter. Où est-ce qu'on pourrait aller faire classe? Dans la forêt? Tu vas en choisir qu'un des deux. Lequel t'intéresserait le plus? Être riche ou aller dans l'espace? Aller dans l'espace. Ok, donc, I dream of going into space. Going Into space. Yes. Et toi, donc ton école idéale, elle serait comment? Bah, en mouvement. En mouvement? I am myself. I want to believe in me. I dream of succeeding. Bonjour. Voilà, c'est moi, Vilma. Bonjour. Voilà. Bonjour. 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 Carotte à gauche. Carotte à gauche. Alors, combien de carottes? Il a envie de monter en fleurs pour faire ses graines, pour faire plein d'autres carottes après, mais c'est raté pour nous, pour le manger. Donc, tu as une toute petite carotte, mais tu as une magnifique fleur. Comment je suis ça à cause de vous? Comme ça, alors, bah, si tu veux manger, regarde. Et il y en a qui sont un peu peut-être marionnettes, mais... Mon fils, j'ai fait un rêve terrible au bord de la rivière, une vision qui parle de demain. Demain, dans de nombreuses lunes, j'ai vu un monde où l'Indien sera blanc, où l'homme noir sera blanc, où l'homme jaune sera blanc. J'ai vu les rivières et les forêts et les montagnes et l'herbe et la terre salie et défigurée. Je voulais prendre cela. J'ai vu des enfants qui ne reconnaissent plus leurs parents, des hommes et des femmes qui ne savent pas qui ils sont. Dans ce monde, les grizzlies, les cougars, les loups et beaucoup d'autres animaux sauvages ont disparu ou sont mis en cage. J'ai vu ce monde, mon fils, je n'en veux pas. Laissez-moi être comme j'ai envie d'être. Laissez-moi apprendre comme j'ai envie d'apprendre. Je suis un rayon de soleil qui rêve de rapporter ma lumière aux enfants. Et pourquoi tu vas choisir la mer? Parce que j'ai un caractère de mère. T'as un caractère de mer? Ouais. De mer tout court? Oui, mère. Et donc, et pourquoi la mer? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bah, des fois, elle est agitée, des fois, elle n'est pas agitée.
Exactement. Et c'est pour ça. Et ben vas-y, tu m'écris tout ça. Je suis le taureau passif. Je prends tout sur moi comme un sac de boxe. Et pourquoi il est passif, ton taureau? Parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Et toi, tu te sens fatigué? Oui. Fatigué de quoi? De la vie. Vous êtes en colère. Pour porter des masques comme ça, c'est aussi une façon de dénoncer les gens et leur dire attendez, pas de problème. C'est comme ça que vous me voyez? C'est comme ça que vous parlez de moi? Pas de souci. Eh ben moi, c'est vous démontrer que je ne suis pas ça. Moi, j'existe. Je suis pas bête. Je sais lire, je sais écrire, j'ai des rêves, je suis quelqu'un. Là, vous les avez traduits par des phrases sur des masques, sauf que Fanta elle apporte une idée supplémentaire. Elle dit, il nous voit comme des gens plus bactères. Donc elle décide d'interpréter en disant, on démarre d'en bas. On démarre d'en bas, la colère, on la démarre d'en bas parce qu'il nous voit plus bactères. Je veux ressentir ça. De la colère, oui, mais presque de la détresse. Doucement. Quand vous le sentez, vous tirez ce masque, ça y est, c'est terminé. Vous n'êtes plus cette personne-là maintenant. Là, on n'est plus dans l'art d'interpréter un rôle. Là, vous étiez vous. Et vous avez existé, vous. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est important. On peut se répartir le travail. Qui, quoi, comment, où, pourquoi. À quel endroit est-ce qu'elle travaille? Pourquoi avoir choisi ici et pas ailleurs? Moi, je vais faire depuis quand elle fait ça? Depuis quand? La question quand? Depuis 2012, je suis ici sur le terrain à Périgny, mais depuis 2017, j'ai plus de surface qui me permet de produire des légumes pour d'autres personnes. D'accord. Pourquoi faites-vous ce travail? Bonne question. Je suis fille de maraîchers. Donc, les maraîchers sont les agriculteurs qui produisent les légumes. Je suis née aux Pays-Bas. Donc, à l'âge de 25, je suis venue, 25 ans, venue en France. J'ai fait toute autre chose dans la banlieue parisienne. Je ne pensais pas que mes racines avec la terre, je pourrais donner forme à cela. Finalement, j'ai travaillé une cueillette et j'ai retrouvé ce besoin de travailler la terre. 9, 10, 11, 12, 12, 13. Il y en a 13. Pourquoi travailler la terre? Pourquoi travailler la terre? Mais en gros, si personne travaille la terre, on n'a rien à manger. Ok, merci. Bah, de rien. Très bien. Attention quand tu balayes avec le couteau, le long du corps. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique. Versez la sauce énigmatique. Saupoudrez de quelques étoiles. Poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire, vraiment? À écrire? L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Martin Luther King.